devez obtenir ce type de graphe-là à l'allumage. Si vous ne l'avez pas, c'est qu'il y a un problème de réglage, soit de lien comme on l'a vu. Et j'insiste bien, c'est que ça doit ressembler à ça. C'est-à-dire que si le bleu ici, au lieu d'être foncé, il se retrouve rouge, c'est que le lien il est poussé de manière trop importante et vous risquez d'abîmer et de dégrader votre clé. On a vu les aspects de réception plus particulièrement avec la clé classique en mode VHF-UHF. Vous avez deux solutions, et dont une qui est peu connue parce que ça reste encore récent. Vous avez deux solutions pour ajouter les bandes HF sur votre clé RTL SDR. La première solution, qui est plutôt une solution de dépannage, parce qu'elle ne remplacera jamais la solution numéro 2 qu'on a vu après. Il y a une nouvelle version du driver RTL SDR qui est sortie il y a quelques mois et qui permet d'étendre la couverture de votre RTL SDR de 13 mégas jusqu'à 1820 au lieu de 24 mégas jusqu'à 1766. Sur les tests qui ont été réalisés, il y a même des OEM qui ont réussi en fait à descendre jusqu'à 10 mégas, voire même jusqu'à 5 mégas, uniquement en changeant le driver et en ajoutant un nouveau driver. Donc le driver, il se trouve sur le lien qui est indiqué là. Et une fois que vous avez récupéré les 3 fichiers DLL qui se trouvent dans cette archive, eh bien vous devez copier ces fichiers à l'endroit où se trouvent les anciens drivers SDR sous votre installation de SDR Sharp. Donc ça, c'est la première solution pour faire descendre la clé RTL SDR 10 mégas, voire jusqu'à 5 mégas, mais là aussi, certaines clés vont pouvoir descendre plus bas que d'autres. Elles ne sont pas forcément toutes égales les unes avec les autres. La deuxième solution, entre guillemets plus la vraie solution ou la solution la plus efficace, c'est l'utilisation d'un converteur. Là, en l'occurrence, c'est le converteur HF de Amilub. Ce converteur transforme les signaux HF qu'il reçoit et il les transforme pour qu'on puisse les écouter sur 125 MHz. Donc, vous connectez en reliant simplement la clé TNT qui a une connectique MCX. Vous la connectez, donc vous connectez votre clé avec un câble MCX sur la prise SMA. Ensuite, de l'autre côté, vous branchez votre antenne pour faire la réception des bandes HF. Et puis, pour écouter les bandes HF, vous allez vous mettre dorénavant sur 125 mégas. Et 125 mégas va devenir le point zéro de vos bandes HF. Donc si on se met sur 150 mégas, 150 mégas, vous allez recevoir le 25 MHz. C'est que le 125 devient, une fois que le converteur est mis en route, devient le point zéro pour pouvoir écouter les bandes HF. Petit aparté rapide, la précédente version de la carte Amilub, elle utilisait un quartz de 100 mégas, ce qui fait qu'on tombait dans les bandes radio FM, et donc ça créait des harmoniques de tous les côtés, des stations radio FM qui sont extrêmement puissantes, et c'est pour ça qu'ils ont sorti effectivement cette nouvelle version qui s'est décalée sur 125, et comme ça on n'a plus le problème on a beaucoup moins en tout cas le problème d'harmonique. Je dis beaucoup moins parce que si vous poussez le gain à fond, une nouvelle fois, vous aurez des harmoniques de partout et vous pourrez croire écouter un signal sur une fréquence alors qu'en fait il n'y est pas du tout. Donc voilà, converteur, on va de 0,5 à 50 mégas. On me pose très souvent là aussi la question, mais est-ce que ça marche bien? Est-ce qu'on peut recevoir des bandes décamétriques, etc. Chez moi, j'ai un DK Kenwood, j'ai un DK ICOM, ultra traditionnel, qui m'ont coûté un bras chacun, avec ma clé TNT, RTL SDR, le converteur et mon antenne directive 3 éléments pardon, qui est sur le toit. À l'oreille, j'ai le même niveau de réception, je dis bien à l'oreille, j'ai le même niveau de réception, c'est-à-dire que j'entends exactement les mêmes signaux avec mon converteur ou avec mon poste décamétrique à côté. C'est-à-dire que le SDR, c'est ni du vent, ou non, ça marche pour de vrai, et ça apporte des résultats effectivement assez extraordinaires. Ce qu'on peut leur reprocher après, et les ajouts qui peuvent être réalisés, c'est effectivement de rajouter des filtres en entrée, en fonction des bandes que vous utilisez, pour effectivement limiter les harmonies qu'on peut avoir, ou les fréquences qu'on peut avoir sur certaines bandes. Maintenant, soyons clairs, c'est ça aussi l'avantage du SDR, c'est qu'on dispose d'un ordinateur
Il a dû tomber en... Voilà. C'est qu'on dispose de toute la puissance d'un ordinateur pour filtrer un signal audio. Donc dans SDR Sharp, je ne suis pas rentré dans le détail compte tenu du temps limité, mais dans SDR Sharp, vous avez énormément de filtres qui sont disponibles et qui sont aussi très efficaces et traités par ordinateur derrière, ce qui nous permet d'avoir des choses relativement propres dans l'ensemble. On a vu les aspects liés à la phonie. Je voulais vous montrer une utilisation, enfin plus précisément, je voulais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour décoder n'importe quel signal digital, numérique, même chez nous, donc RTTY, PSK. Là, j'ai fait une démonstration avec PSK pour décoder donc, avec la clé. Non, là j'ai fait le test avec le HackRF. Donc là j'ai configuré mon HackRF sur mon logiciel SDR Sharp. Je me suis mis donc sur le 14070. Et ensuite, pour envoyer le signal que vous recevez vers votre logiciel qui va permettre de décoder le PSK, là en l'occurrence j'ai choisi AmRadio Deluxe, mais ça peut être n'importe quel autre logiciel, eh bien il faut installer un câble audio virtuel. Donc vous pouvez installer VAC, vous avez le lien que j'ai mis en haut, qui est un soft. Il n'est pas totalement gratuit, mais pour faire ce qu'on veut, en tout cas, il n'y a pas de limitation. Donc là, mon câble audio virtuel dit que le signal que tu reçois sur SDR Sharp, donc là c'est marqué Omno, mais Omno c'est SDR Sharp, et bien tu le transformes, donc ce signal d'entrée, tu le transformes en signal de sortie sur un câble virtuel. Et ensuite, sur SDR Sharp, je crois que j'ai une... Là, j'ai montré une démonstration. Donc là, je me mets sur 1470. Je récupère ma trame PSK. Donc là, je la reçois, je l'entends à l'oreille. Donc là, je vous montre les différents réglages qu'on peut faire avec le HackRF. Et vous voyez que, notamment, mon réglage VGA est très bas. Exceptionnellement, j'ai mis en route le préampli d'entrée sur le HackRF parce que celui-ci est vraiment très efficace. Et là, je retourne dans mon logiciel AmRadio Deluxe. Et sur AmRadio Deluxe, dans la carte son, je vais lui dire récupère-moi le son qui vient de mon câble virtuel numéro 1 que j'ai configuré tout à l'heure. Et donc, comme ça, hop, je choisis, machin, je fais mon truc et tout. Et puis là, hop, je reçois mon signal ici PSK. Et ben voilà, mon signal PSK il est décodé. Donc là, c'était un espagnol. Echo Alpha 5, India Juliette Foxtrot. Hop, bon, enfin, voilà, ça reste classique. Mais cette manipulation, elle peut être faite après avec n'importe quel mode, là c'est Google, ou après avec n'importe quel autre type d'utilisation, en GSM, en Bluetooth, pour ceux qui veulent récupérer du Bluetooth, en Wi-Fi pour envoyer après un signal Wi-Fi sur une autre application. Enfin, je veux dire, les possibilités sont énormes. J'enchaîne, justement, j'en profite d'enchaîner sur la réception, sur le HackRF. Grosso modo, le HackRF a le même mode de fonctionnement que la clé RTL SDR qu'on vient de voir. Il peut faire les mêmes choses, sauf qu'il peut faire encore beaucoup plus. C'est-à-dire que cette fois, avec le HackRF, on peut non seulement recevoir de 10 mégas à 6 gigas, ce qui est déjà une largeur de bande extrêmement importante, mais en plus de ça, le HackRF il va pouvoir passer en émission. Pour nous, dans le domaine radioamateur, on comprend tout de suite l'intérêt. C'est qu'effectivement, là, pour le coup, avec un appareil autour de 350 €, je vais pouvoir émettre et recevoir sur n'importe quelle fréquence, y compris sur des fréquences qu'on n'avait peut-être pas forcément pu utiliser. Je pense le 1 giga 2, moi, personnellement, j'ai jamais eu vraiment l'occasion d'en faire, ou sur des fréquences après 1 giga, j'ai jamais eu l'occasion de travailler. Donc là, le HackRF permet de faire ça et d'avoir un appareil vraiment multi-usage, même en dépannage. L'autre avantage du HackRF, c'est qu'au lieu d'avoir 3 mégas de bande passante affichée à l'écran, cette fois, vous pouvez avoir jusqu'à 20 mégas qui vont être affichés. Donc à 20 mégas, effectivement, ça vous permet d'avoir un analyseur de spectre beaucoup plus large et qui va vous permettre d'identifier visuellement très rapidement des signaux de manière plus rapide et plus efficace. En termes de puissance d'émission, entre 3 mW et 30 mW. Donc c'est sûr que c'est pas... Le HackRF est un matériel de laboratoire
avec des puissances d'émission qui sont extrêmement faibles, et c'est même fait pour justement pas que le HackRF puisse rayonner en dehors du labo où les essais sont réalisés. Maintenant, pour une utilisation, nous, dans le domaine radio-amateur, effectivement, il va falloir utiliser un ampli qui peut être excité avec une puissance relativement faible pour pouvoir disposer d'une puissance d'émission qui sera suffisante pour pouvoir faire des communications radio. Dernier point, si vous voulez rajouter et descendre encore plus bas sur les fréquences, aussi bien en émission, enfin aussi bien en réception qu'en émission, eh bien vous pouvez tout à fait rajouter un converteur HF. Donc là, en l'occurrence, en rajoutant le converteur HF à Milop, vous pouvez aussi émettre, donc recevoir, c'est évident, mais vous pouvez aussi émettre sur des fréquences qui vont être beaucoup plus basses. Dernière vidéo que je voulais vous montrer, non, ça je veux pas, j'ai une autre vidéo avant. Ça, c'est juste un exemple de réception. Je suis toujours sur le 14 mégas avec le HackRF. J'entends beaucoup, ça m'étonne d'ailleurs, des gens qui disent oui, le HackRF est bien, mais il manque de sensibilité. Je voulais vous montrer ici, alors bon, ça, avec le son là de l'écran de l'ordinateur, juste pour vous montrer que même des signaux qui peuvent apparaître comme étant faibles à l'écran sont totalement reçus par le HackRF. Et qu'une nouvelle fois, quand j'ai fait cette vidéo en mettant le HackRF et mon Kenwood à côté, eh bien j'obtenais exactement le même niveau de signal. Donc là je suis toujours avec le HackRF. J'aurais dû monter un peu le son, mais c'était pour vous montrer. Et puis après, le principe c'est qu'effectivement, dès qu'on a une trame quelque part, c'est vraisemblablement qu'on a un signal, et c'est comme ça qu'on peut se déplacer de gauche à droite, mais sensibilité, j'ai trouvé tout de même relativement bonne. Donc là, on a vu l'utilisation du HackRF avec SDR Sharp. Sachez qu'il n'y a pas de paramétrage à faire, vous branchez le HackRF, sous Windows du moins, vous branchez le HackRF et ça va démarrer, il n'y a pas les drivers installés comme on l'a vu tout à l'heure, ça va démarrer directement. Maintenant, pour ceux qui veulent vraiment tirer profit et partie de toutes les fonctionnalités et de toutes les possibilités du HackRF, eh bien, le passage est nécessairement obligatoire par Linux. C'est-à-dire que pour pouvoir paramétrer le HackRF aujourd'hui, et notamment en mode émission, eh bien, vous allez devoir passer par un type d'écran que là, un assistant graphique que vous voyez à l'écran. Donc l'installation de base du HackRF sous Linux, elle est recommandée sous une distribution Pentoo. Ensuite, l'utilisation de MioRadio et plus l'utilisation du compagnon de MioRadio qui permet, en fait, le compagnon est un outil en fait graphique qui va vous permettre de pouvoir paramétrer votre HackRF comme vous le souhaitez. Pour arriver à ça, il faut les connaissances en Linux et il faut aussi les connaissances en radio. C'est-à-dire qu'il faut avoir une idée quand même relativement précise de comment fonctionne un transceiver, quelles sont les différentes étapes qui sont nécessaires au signal pour être traité. Moi personnellement, je n'ai pas le niveau suffisant pour pouvoir être sûr d'avoir bien tous les éléments, d'avoir mis les filtres nécessaires, d'avoir la partie modulation, démodulation, etc. Le HackRF est encore un produit neuf, un produit récent, pardon, et pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas encore, j'ai pas trouvé encore de logiciel Windows qui gère la partie émission de manière aussi simple que la partie réception. Maintenant, il est sorti la première fois en septembre, les premières livraisons elles ont eu lieu en septembre 2014, donc on voit que c'est encore effectivement récent, le temps que les utilisateurs décortiquent le HackRF et mettent en place des scripts. Parce qu'à partir du moment où on va avoir un OM chez nous qui va avoir réalisé ce type de script, une fois que vous réalisez à partir de l'assistant graphique les différentes fonctionnalités que vous voulez, ça c'est un script. Donc ce script après, effectivement, il peut être partagé, récupéré par d'autres, enrichi par d'autres, et donc nous permettre de gagner du temps sur la mise en route. Il y a notamment là, les travaux d'un OM qui est un de ceux qui est actif en ce moment sur la partie HackRF qui est F4GNU. Je vous invite à aller consulter son blog. Vous trouvez des premiers tutoriels pour l'installation de MioRadio sous Linux
des tutoriels pour commencer à utiliser le compagnon. Puis comme c'est un radioamateur, bon, bah, effectivement, voilà, il risque, et j'espère en tout cas au fur et à mesure, de diffuser voilà, ce qu'il aura appris avec le hacker. Voilà, j'en termine là. Donc voilà, rendez-vous sur notre stand. Je ne sais pas après combien de temps, si on a encore un peu de temps pour s'il y a des questions. Oui, on a encore quelques minutes pour la question-réponse. Des questions? Des questions ou des remarques, ou des retours d'expérience, hein, s'il y en a déjà parmi vous qui ont joué un peu avec le HackRF ou... Moi, ça fait pratiquement 3 ans maintenant que je fais du GNU Radio et toutes choses comme ça. Super. Le GNU Radio, il marche aussi bien pour le RTL SDR que Funcube. Le seul problème, c'est que c'est développé et c'est assez incompatible d'une version à une autre. C'est-à-dire que tous les modules qui ont été développés en 3.6, par exemple, ne fonctionnent pas sur la 3.7 qui vient de sortir. Donc ça nécessite de tout redévelopper, de tout réinstaller. Donc c'est vrai que la compatibilité ascendante est une vraie galère. Donc voilà, c'était une simple remarque. D'accord. Sur le GNU Radio. Et GNU Radio, vous l'avez utilisé avec une clé RTL ou avec le HackRF? J'ai utilisé avec une clé RTL SDR, avec des Funcube. D'accord. Les deux Funcube, le Pro et le simple. Moi, le HackRF, j'ai eu en main 1 heure, j'ai vraiment pas trouvé qu'il était bien sensible. Alors c'est rigolo, on voit un signal LTE en 4G, donc c'est assez rigolo, mais par exemple pour faire du décodage un peu numérique en VHF, comme de la DMR, du D-Star, des choses comme ça, un Funcube Pro marche nettement mieux. Enfin, à mon goût, après... Non, mais c'est intéressant. Comme je disais, c'est des produits qui sont encore tellement récents que les retours d'expérience sont encore peu nombreux, donc c'est voilà. Pour ça, toujours... Mais bon, le gros avantage, pas du HackRF, mais entre autres du RTL SDR, c'est que ça a permis de redonner un dynamisme au développement autour de la radio, entre autres au niveau du numérique. C'est très actif, parce qu'on trouve aussi, entre autres, le décodage du GSM, la DMR qui marche très bien, les sons de radio, la DSB, et puis tout un tas de choses, tout ce qui est signaux numériques comme les panneaux lumineux en extérieur, toutes ces choses-là. Ah ouais, tout à fait. Pour le HackRF, c'est clair, au niveau mondial tout du moins, là où il est plus particulièrement utilisé, c'est effectivement sur les aspects GSM. C'est là où notamment, voilà, il fait pas mal parler de lui. Autre question? Pour ceux qui ne sont pas sous Linux mais sous Windows, il me semble, et il faut le vérifier, que le groupe d'OM qui a développé le logiciel Amon Radio Deluxe a développé une version qui s'appelle SDR Radio. Et j'ai pu voir il y a quelques semaines dans la liste des compatibilités que le HackRF était intégré. Alors moi je n'ai pas essayé, je vais le faire dans quelques jours, mais c'est une information qu'il faut vérifier, auquel cas ça ferait la possibilité pour ceux qui ne sont pas sous Linux mais sous Windows d'avoir un émetteur-récepteur géré par un logiciel Windows. Est-ce que par défaut, SDR Radio, il gère des fonctions d'émission nativement, indépendamment du HackRF, pour d'autres appareils, Flex, par exemple? Il y a toute une liste de SDR, il y en a au moins une quinzaine. Moi, je ne les connais pas tous, je n'en connais que 3 ou 4. Pour certains, c'est marqué en cours de test, et pour d'autres, c'est marqué compatible. Maintenant, il faut vérifier si cette compatibilité est édition-exception. Voilà. C'est juste une information que je vous donne. Allez voir sur le site SDR Radio de l'OM, j'ai plus son indicatif qui a développé. HB9 quelque chose. Voilà, HB9 quelque chose. Ouais. Voilà. Il y a un autre indicatif aussi, parce qu'apparemment il y a 2 cours de cet OM. Donc l'équipe qui a développé HDR travaille également là-dessus. Et en général, ces gens-là sont très performants et développent des choses très intéressantes aussi. Moi je suis assez convaincu que bientôt dans HDR, dans un radio de luxe, on va trouver la fonctionnalité pour pouvoir. C'est le centre de l'histoire ici. Hein. Il me faudra encore un peu de patience pour les noms linuxiens. Oui, autre question? Merci. Oui, je voulais juste vous demander d'éclaircir un point sur ce de votre exposé tout à l'heure. Vous avez parlé du risque de griller le circuit QTNT ou
ou un QSDR en fonction du réglage du RF gain. Je trouve ça très curieux parce que, bon, effectivement, sur un signal d'émission à proximité, on peut griller le circuit de réception, mais le réglage du RF gain, j'ai pas l'impression que ça change grand-chose, ou alors j'ai mal compris. Dans les spécifications qui nous sont données, alors plus particulièrement sur la AKRF, hein, dans les spécifications qui sont données, le signal maximum qui peut être reçu en fait, par le AKRF en toute sécurité ou qui est recommandé, c'est autour de 5 dB, mais pas au-dessus. Donc c'est la limitation qui nous impose, et aussi je pense par mesure de précaution, parce qu'il a dû voir déjà pas mal de gens qui ont grillé leur AKRF comme ça. Après c'est aussi... il ne suffit pas de grand-chose, hein. Vous avez un pocket à côté, vous appuyez dessus, vous avez oublié que vous étiez sur un réglage fin avec un gain un petit peu élevé sur une bande HF et tout ça. Le truc peut effectivement cramer assez vite. De ce côté-là, c'est l'étage, alors je ne sais pas quel étage ça, mais qui se retrouve à être fragile, je ne sais pas, mais en tout cas limité à 5 dB. Après, Mike Bosman dit que ça pourrait, le concepteur du AKRF dit que ça pourrait monter jusqu'à 10-15 dB. Mais en tout cas, voilà, c'est pas ce qu'il recommande. Et nous, par principe de précaution, je préfère effectivement insister sur ces aspects. Si je peux te permettre. Il n'y a plus de piles. Non, 5 dB c'est énorme. Hein. 5 dBm ou 10 dBm c'est énorme, ça fait plusieurs millivolts. Donc ça fait des millivolts sur l'antenne, c'est énorme. Oui, bah, c'est pour un transceiver classique.